Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. L'affaire Gaston Dominici. Du nom de ce paysan des Basses-Alpes, on dit aujourd'hui des Alpes de Haute-Provence, condamné dans les années 50 pour le meurtre d'un lord anglais, Sir Drummond, et de sa femme et de sa fille. Ce qui a fait la célébrité de cette affaire, c'est d'abord cette famille, les Dominici, des paysans rugueux qui se sont déchirés au fil de l'enquête, s'accusant mutuellement. Le père accuse le fils accuse le père, le petit-fils accuse le grand-père, et à la fin, c'est le patriarche, Gaston, qui est condamné à mort. Sauf que personne n'y croit. Sauf que l'enquête a été bâclée, au point que finalement, Gaston Dominici est gracié par le général de Gaulle. Voilà donc cette histoire qui a inspiré tant de films et tant de téléfilms, l'affaire Dominici, que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Je vous plante le décor. On est à Lurs, au bord de la Durance, dans les Basses-Alpes, aujourd'hui les Alpes de Haute-Provence. Et là, il y a une ferme, la ferme de la Grande Terre, propriété de Gaston Dominici, qui règne sur sa famille, qui bien sûr vit avec lui, ses fils, ses filles, leurs conjoints et ses petits-enfants. Et voilà comment Gustave, l'un des fils du patriarche, racontera plus tard la matinée du 5 août 1952, le jour où tout a commencé. Il se lève tôt, 5 heures du matin. Et pas pour le plaisir de voir le soleil se lever, non. Hier, la mer a oublié de fermer la vanne d'irrigation sur un champ de luzerne. Ça a provoqué un éboulis sur la voie ferrée, juste en dessous. Il faudrait pas que ça soit aggravé pendant la nuit. Il veut vérifier, avant le premier train. C'est pour ça qu'il s'est levé si tôt. Parce que la SNCF ne rigole pas avec les talus qui s'effondrent sur la voie. Il serait capable de faire payer le prix d'un déraillement. Et les Dominici n'ont pas un sou. Voilà donc comment Gustave le fils expliquera plus tard, quand on lui cherchera des noises, pourquoi il était debout et dehors de si bon matin. Tout ça parce que, dans un instant, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Gustave Dominici est là, il marche vers son champ en longeant la Nationale 96 et... Oh boudu! Il aperçoit en contrebas du talus le corps d'une petite fille dans les 10 ans. Le crâne défoncé. Il se dit qu'il faut prévenir les gendarmes. Il entend une moto qui arrive sur la Nationale. Il lui fait des grands signes. « Eh oh! Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Aidez-moi! Il faut prévenir les gendarmes! Je viens de trouver une petite fille morte sur le bord de la route. » Le motard lui-même, un certain Jean-Marie Olivier, voit le petit cadavre sur le talus. Et à toute berzingue, il fonce vers la gendarmerie d'Oraison, le village le plus proche. Le capitaine de gendarmerie Albert arrive sur place à 7 heures. Et là, surprise, ça n'est pas un cadavre qu'on lui montre, mais 3 cadavres. Car entre-temps, les Dominici ont trouvé 2 autres cadavres. Un homme et une femme, qui pourraient bien être les parents de la petite fille. Ils ont aussi trouvé une voiture, une anglaise, une Hillman. Le corps de la mère est à 5 mètres, celui du père un peu plus loin, de l'autre côté de la Nationale. Le capitaine Albert s'approche. Les parents n'ont pas le crâne fracassé comme la gamine. Ils ont été tués par balle. Hein? Là-dessus, c'est assez surréaliste, mais voyez-vous, il ne se passe pas grand-chose dans ce coin-là. Et le téléphone arabe est un sport local. Et donc, il commence à débarquer des gens du coin, des voisins. Aujourd'hui, les gendarmes leur diraient « Oust, dehors !» Et ils dérouleraient des bandes de plastique pour protéger les lieux du crime. Mais en 1952, voyez-vous, on ne s'embarrasse pas avec tout ça. Les voisins piétinent allègrement la scène de crime. Et tout le monde s'en fiche. À un moment, il y a même un autocar qui s'arrête et on voit les passagers en descendre, pépouze, et faire le tour des cadavres, comme au zoo. Certains diront même plus tard qu'un fouineur a déplacé le cadavre de la dame. Et après? Après, on attend. On attend la police judiciaire. Et ça ne sera pas celle de Nice.
est en plein mois d'août. Tous nos gars sont en vacances. Ça sera donc la police judiciaire de Marseille. Et Marseille, c'est pas la porte à côté. Le temps qu'ils se mettent en marche et qu'ils arrivent, la matinée tout entière s'écoule. Et la cloche de l'église sonne l'Angélus de midi et ils ne sont toujours pas là, les Marseillais. Et voici le milieu de l'après-midi. Et là, les braves gendarmes se disent, avec la chaleur qu'il fait, les mouches auront mangé les cadavres avant que la police judiciaire soit arrivée. Alors ils fouillent les cadavres et la voiture. Et c'est comme ça qu'ils identifient les morts. Ils sont un peu impressionnés. L'homme est un lord anglais, figurez-vous. Sir Jack Drummond, 61 ans. Il a pris 2 balles dans le buffet. Une dans le dos, l'autre dans la main. Les gendarmes notent que ses lacets sont défaits. Sa femme, Anne, 46 ans, est en chemise de nuit. Elle a été tuée de 3 balles. La petite s'appelle Elisabeth. Elle avait 10 ans. Et évidemment, ils interrogent Gustave Dominici, celui qui a découvert les corps. Vous avez idée de ce qu'il faisait ici, ce lord anglais? Eh bien, il dormait, pardi. Vous avez vu les lits de camp? Et vous pensez qu'il dormait là, sans tente, sans caravane? Un lord qui dort au bord de la route? Eh bien... Il semble bien en effet que la famille Drummond dormait là à la Belle Étoile quand elle a été assassinée. Car il y a bien 2 lits de camp dépliés dans l'herbe. La gamine devait dormir dans la voiture, il y a une couverture sur la banquette arrière. À part ça, la police judiciaire de Marseille n'est toujours pas là. Et les cadavres entre nous commencent à cuire au soleil. Pensez donc, en plein mois d'août, dans ce coin de Provence. Alors les gendarmes se disent, faute de médecin légiste, et si on appelait le médecin du patelin, le docteur Dragon, pour faire les premières constatations, avant que les corps ne dégénèrent. Ils remarquent d'abord que les corps des parents sont plus rigides que ceux de la gamine. Est-ce qu'elle a été tuée après eux? C'est la question que se pose le bon docteur. Il suppose aussi que la mère, qui est en robe de chambre à pieds nus et dont le cadavre est assez éloigné de la voiture, a dû être transportée, car elle n'a pas de griffure aux pieds. Après quoi, les gendarmes ordonnent qu'on enlève les 3 corps et qu'on les transporte dard à l'Institut médico-légal, avant qu'ils ne tournent façon Gaspacho. Et le commissaire Sebeil de Marseille arrive enfin. Trop tard pour voir la scène de crime, avec les corps en place. Mais il reste au moins la voiture, la Hillman. Et à quelques mètres, les douilles et quelques balles neuves. Ça, ce sont des balles de carabine, ouais. C'était une carabine. Le commissaire repère aussi un impact de balle sur le muret du pont qui enjambe la voie ferrée, là où a été retrouvé le cadavre de la petite. Et il se dit qu'on a dû tirer sur la gamine, on a dû la manquer et finir le travail à la main. Pas légiste peut-être, mais futé, le docteur Dragon. Ce qui frappe surtout le commissaire Sebeil quand il débarque sur place, c'est que la ferme de la Grande Terre, la ferme des Dominici, les gens qui ont découvert le crime, est là. Elle est juste là, elle est tout près. Elle est à quoi? 150 mètres. Et il se dit à voix basse, « ils ont forcément entendu des coups de feu. Hein. On a tiré au moins 6 fois. Ils ont dû entendre. » Et donc il va les voir. Et il tombe sur Gaston, le patriarche. « Vous avez entendu quelque chose cette nuit? Des coups de feu? » Bien entendu que j'ai entendu. 7 coups de feu, à 1h du matin. Ça vous sort du sommeil. Et vous n'êtes pas allé voir ce que c'était. Dis donc, gamin, dans le coin c'est plein de braconniers. Si vous voulez que je me lève à chaque coup de fusil, pour prendre quoi? Du plomb dans les fesses? À mon âge? À ce moment-là, l'un des hommes du commissaire débarque en courant. « Commissaire! Commissaire! On a retrouvé une arme! Elle était au fond de la rivière. Ne me faites pas croire que vous avez plongé au fond de la Durance, je ne vous croirai pas.
Elle était dans les basses eaux, commissaire, pas très loin du rivage. Et en été, il n'y a que quelques centimètres d'eau. C'est pas dur d'y aller à pied. Et c'est effectivement une carabine. Une américaine, une Rock-Ola, qui doit dater de la dernière guerre. Et Sebeil remarque que la crosse est fissurée. C'est avec ça qu'il a dû fracasser la gamine, hein. Et comme on a retrouvé des balles neuves sur le sol, il se dit aussi que celui qui a tiré ne savait pas s'en servir. Le commissaire n'en a pas terminé avec les Dominici. Le père, Gaston, n'est pas très causant. Voyons ce que la mère et le fils, Gustave, ont à dire. La Marie, d'abord, la mère. Son mari la surnomme la vieille sardine. Et elle raconte une drôle d'histoire. Elle dit que dans la nuit, une moto et un sidecar se sont arrêtés près de la ferme. Qu'un homme est descendu, qu'il a crié quelque chose en langue étrangère, qu'ils sont partis et qu'ils sont revenus. Les assassins circuleraient donc à moto. Et le fils alors ? Gustave, il n'a rien d'autre à raconter que ses problèmes d'irrigation, déboulis sur la voie ferrée, comme s'il cherchait absolument à justifier sa présence sur place. Sebeil lui demande « Mais quand vous avez découvert la petite, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé voir si les parents étaient morts eux aussi ?» Eh bien, les parents, moi j'ai cru qu'ils étaient partis. Moi j'ai cru que c'était les parents qui l'avaient tué. Et Gaston Dominici a bien senti l'ombre du soupçon planer sur sa famille. Du coup, il a un peu tendance à se braquer. Le commissaire lui pose des questions en français et lui répond en patois, en provençal. Et comme l'autre n'y entrave que dalle, disons que d'entrée ça tend la relation. En face, c'est vrai, le commissaire Sebeil a les Dominici dans le nez. Mais il a ses raisons. Dans cette fichue famille, personne n'a vu ni entendu la même chose à la même heure. Une plaie, ces Dominici. Allez vous étonner qu'ils attirent le soupçon. Les obsèques de la famille Drummond ont lieu en France, figurez-vous, le 7 août, et pas à Nottingham chez eux. À cette époque, les Anglais n'ont pas le droit de rapatrier les dépouilles au pays, la peur légendaire des maladies. S'ils meurent à l'étranger, tant pis pour eux. Ils sont donc inhumés au cimetière de Fort-Calquier. Et il y a pas mal de gens du coin qui sont là, à la cérémonie. Il faut dire que 8 ans plus tôt, le pays a été libéré par des Anglais. Les gens sont reconnaissants. À part ça, où en est l'enquête ? Juste avant les obsèques, les corps sont finalement passés par les mains d'un médecin légiste, un vrai, qui a un peu douché les intuitions du médecin du village. Si les cadavres des parents Drummond et de leur fille n'avaient pas la même rigidité, ça n'est pas parce qu'ils ont été tués avant la petite, c'est parce que le corps d'un enfant se rigidifie moins vite, c'est tout. Ils sont morts tous les trois en même temps. Les hommes du commissaire Sebeil en savent aussi un peu plus sur Sir Jack Drummond. En fait, c'est un grand scientifique et c'est pour ça qu'il a été fait lord par la couronne d'Angleterre. Il était biochimiste et nutritionniste, et c'est en partie grâce à lui que le Royaume-Uni a évité la famine pendant la guerre, grâce aux compléments alimentaires protéinés qu'il a mis au point et qui ont ensuite servi à remplumer les déportés. Voilà pourquoi il a été anobli en 1944 par le roi George VI. Est-ce que ça peut avoir un lien avec son assassinat à Lurs, dans les Alpes de Haute-Provence ? C'est peu probable. Et la carabine alors ? Est-ce qu'il y a dessus des empreintes ? Malheureusement non. Elle a passé trop de temps dans l'eau. Et la voiture ? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer ? Là non plus, chou blanc. Trop de curieux sont venus y balader leurs pattes. Donc dans cette enquête, il n'y a rien d'autre que les Dominici. Les Dominici et leurs témoignages contradictoires. Les Dominici et leur caractère de cochon. Le commissaire Sebeil les interroge à plusieurs reprises. Gaston, le patriarche, Marie, sa femme, Gustave, le fils, et sa femme Yvette, et un autre fils, Clovis. Il y a 8 enfants en tout. Et leurs témoignages sont à chaque fois plus alambiqués et plus contradictoires. Alors il va voir les voisins, les Maillets. Et là, en fouillant leur ferme, il tombe sur une cache d'armes.
7 ans après la guerre, en soi, il n'y a rien d'anormal. Monsieur Maillet, dans la petite artillerie que vous vous êtes constituée, il manquerait pas une rocola? Ah mais la rocola, elle a jamais été à moi, hein. Moi, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que Gustave Dominici, il vous a caché des choses. Ah bon? Et lesquelles? Eh bien, quand il a trouvé la petite Anglaise, elle était encore vivante. Gustave lui aurait fait une confidence. Il a découvert le corps parce que la petite poussait de longs râles. Et pourquoi a-t-il caché ça? Le commissaire retourne voir Gustave. Il ne faut pas beaucoup le secouer. Ah oui, ouais, c'est vrai. La gamine était encore vivante quand je l'ai trouvée. Eh ben voilà. Le commissaire est ravi. Il ne peut pas encore coffrer les Dominici pour le meurtre, mais là, il peut au moins coffrer Gustave pour non-assistance à personne en danger de mort, puisqu'elle était vivante. Devant le tribunal de Digne, Gustave Dominici prend 2 mois ferme et il file en prison. Et ensuite, il ne se passe plus rien pendant plusieurs mois. C'est le témoignage de l'un des petits-fils Dominici, qui en octobre 1953 relance l'enquête. Roger, il s'appelle Roger Perrin, 17 ans. Et il vient dire que Gustave, quand il a découvert le corps des parents, a déplacé le corps de la mère et a récupéré des touilles. Et hop, à peine sorti de prison, Gustave retourne en garde à vue. Et avec lui, toute la smala Dominici. Assez vite, Gustave reconnaît que oui, il a bougé le corps de Madame Drummond, d'environ 7 mètres. Et oui, il a piqué des douilles. Et là, le commissaire se dit, c'est bon, ils sont chauds, c'est maintenant qu'ils vont craquer. Alors il les cuisine, et il les cuisine encore. Le père, la mère, les fils, les belles-filles, ça dure 4 jours. Et au bout du bout, les 2 fils, Gustave et Clovis, balancent leur père Gaston. C'est lui qui les a tués. C'est le père. Le commissaire s'éveille, jubile. Il en était sûr. C'est le père. Alors il assoit le père Gaston face à lui. Au début, il ne lâche rien, un roc minéral fermé. Mais au bout d'1 mois de harcèlement quasi quotidien, lui aussi, finalement, passe à table, le 16 novembre 1953. J'étais sorti avec ma carabine, dans l'espoir de tuer quelques blaireaux. Je suis arrivé au mûrier. J'ai guetté un bon moment, et puis au bout de 20 minutes, j'ai vu la dame Drummond, là, se déshabiller. Je me suis approché d'elle. On a parlé à voix basse. Je me suis livré à quelques attouchements sur sa personne. Elle était consentante, hein. Et puis le monsieur Drummond, qui était couché sur son lit de camp, est arrivé. Il a crié dans sa langue, j'ai rien compris. Il s'est précipité sur moi. On s'est empoigné, j'ai récupéré ma carabine. Ça a mal tourné, quoi. Il dit aussi que la carabine, la rocola, était à lui. Et que c'est lui qui l'a jetée dans le trou d'eau de la Durance. Eh ben voilà. Des aveux en bonne et due forme. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne colle absolument pas dans ces aveux. Les horaires de Gaston sont absolument fantaisistes. Ils ne collent pas du tout avec les autres témoignages. Pas du tout. Et c'est pour ça que le juge d'instruction, le juge Périès, décide fin 53 d'organiser une reconstitution sur place, au bord de la Nationale. Bon, il n'y a pas d'avocat, mais on est en 1953. Le principal, c'est que Gaston Dominici soit là, et qu'il ne fasse pas marche arrière, qu'il ne revienne pas sur ses aveux. Mais non. Pendant la reconstitution, il assume toujours. Il emmène le juge d'un point à l'autre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il réinterprète un par un chacun des meurtres. Jusqu'au moment où d'un coup, on le voit se mettre à courir vers le pont de chemin de fer. Et là, il va se jeter du pont, 2 policiers le rattrapent de justesse. Et le juge Périès conclut que s'il a voulu se suicider, c'est qu'il est forcément coupable. D'ailleurs, à peine remis sur pied, Gaston Dominici prend le procès-verbal de reconstitution sur lequel il est écrit « Je les ai tués, tous les 3 », et il le signe. Il le signe. Et après,
comme dans toutes les enquêtes où il y a des aveux. Eh bien, le juge fait le minimum. Il ne cherche pas, par exemple, à savoir pourquoi les pieds de la petite Elisabeth n'étaient pas griffés, alors qu'elle était pieds nus et très loin de la voiture. Comment est-elle allée sur le talus où on l'a retrouvée morte? En tapis volant? Le juge ne cherche pas non plus à comprendre qui a déplacé le corps de la mère et pourquoi. Il y a des aveux. Pourquoi voulez-vous qu'il s'escagasse? Le problème, c'est qu'un mois plus tard, il n'y a plus d'aveux. Gaston Dominici se rétracte. On m'a menacé. On m'a fait du chantage. C'est pour ça que j'ai avoué. Le commissaire Sébeil se trouve bien embêté. Alors il retourne à la ferme et il interroge Yvette, la femme de Gustave, et donc la bru de Gaston. Pas fut-fut entre nous. Allez, dites-moi que votre beau-père est sorti pendant la nuit. Allez, je vous le dis, il est sorti. Et elle signe le PV. Il est content, le commissaire. Sauf que juste après, quand elle s'aperçoit que ce qu'elle vient de dire nuit à son beau-père, ce qu'elle n'avait pas réalisé, l'idiote, elle se rebiffe et elle fait marche arrière. Et après, c'est Gustave, le fils, qui a accusé son père et qui ne l'accuse plus. Et l'autre fils, Clovis, qui a accusé son père lui aussi, qui l'accuse toujours, mais qui donne une nouvelle version, à chaque fois qu'on l'interroge. Fichu Dominici! Fichu famille! Mais le moment où ce dossier devient sans queue ni tête, c'est quand Gaston, le père, se met à accuser Gustave, son fils, d'avoir commis le meurtre. Là, le commissaire Sébeil n'a plus d'autre recours que d'implorer la bonne mère. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? À un moment donné, le juge et le commissaire se disent que, au fond, ils ont des aveux de Gaston, le père. Eh ben, il n'y a qu'à juger le père, à la cour d'assises, de dénouer ce sac de nœuds. Bonne chance! Le procès de Gaston Dominici s'ouvre le 17 novembre 1954 devant la cour d'assises des Basses-Alpes à Digne. Avec, je dois vous dire, une légère pression venue tout droit du Royaume-Uni. On a tout de même tué un lord, sa femme et sa fille. 175 journalistes ont fait le déplacement, et notamment des photographes qui, à cette occasion, vont expérimenter une nouvelle machine qui va changer leur vie, le bellinographe. Ça leur permet désormais d'envoyer des photos à Paris le jour même par une ligne de téléphone. C'est le progrès. Il y a là aussi au premier rang l'écrivain Jean Giono. Il est chez lui, en Provence. Et ce Gaston Dominici l'intéresse bien. Et puis il y a des gens, des centaines de personnes qui voudraient rentrer, mais la salle est beaucoup trop petite. Alors tenez-vous bien, on fait installer des haut-parleurs à l'extérieur pour que personne n'en perde une miette. Le procès peut commencer. Gaston Dominici entre dans la salle d'audience. Les flashs des photographes crépitent. Avec sa moustache et ses cheveux blancs, son air paysan, il a l'air sympathique. C'est ce qu'on se dit en premier quand on le voit. Il a l'air sympa. Il aurait donc tué ces 3 Anglais. On lit son pédigré. Monsieur Gaston Dominici, né à Digne le 22 janvier 1877, de père inconnu. Scolarité médiocre, il a été placé comme ouvrier chez des paysans. Il a effectué son service militaire entre Lyon et Gap, à l'âge de 21 ans. Et puis il est revenu au pays, où il a épousé Marie Germain, alors enceinte d'un autre homme. Monsieur Gaston Dominici est resté ouvrier agricole de longues années, entre autres au monastère de Ganagobi. Il a eu 8 enfants avec sa femme Marie. Il a acquis le domaine de la Grande Terre en 1922, et c'est au prix de ses efforts qu'il a emménagé en 1932 avec sa famille. Il y élève des chèvres, tandis que son fils Gustave s'occupe des prés. On aurait pu ajouter que Gaston Dominici a été décoré en 1924 de la médaille de la reconnaissance et du dévouement. Il a aidé à arrêter un bandit qui plus tard a été condamné à mort et exécuté. Et Gaston Dominici lui-même prend la parole et ajoute à son curriculum « j'ai été aussi 18 ans conseiller municipal à Ganagobi. »
un caillou dans le jardin du président qui venait de le décrire comme vivant en marge de la société. On aurait tort de le prendre pour un andouille, Gaston. Il ne comprend pas toujours la finesse des propos des magistrats et des experts, mais il s'en sort toujours par une pirouette. La femme, était-elle debout ou couchée? C'est moi qui étais couché, mais chez moi. Éclat de rire dans la salle. À un moment, on lui demande bien sûr de s'expliquer sur ses aveux. On m'a cuisiné, ça boit, ça mangeait, de 5 heures du soir à 8 heures du soir le lendemain. Si on vous prenait comme ça, monsieur le président, vous feriez comme j'ai fait. Après quoi Gaston Dominici accuse le commissaire qui l'a interrogé d'avoir mis de la drogue dans son café. Ainsi s'achève la première journée. Au deuxième jour du procès, on s'intéresse à la santé mentale de Gaston Dominici. Un médecin vient dire qu'il est sain mentalement et qu'il est censé avoir toute sa mémoire. Et là, le président demande au médecin. Et est-ce que monsieur Dominici serait un obsédé sexuel? Ah, je ne pense pas, non? Non, je ne crois pas, non? C'est un point sensible du dossier, le sexe. Dans ses aveux, Gaston Dominici a dit que ce qui a tout déclenché, c'est que Lady Drummond se déshabillait. Sauf que le commissaire Sebeil, qui est interrogé à son tour à la barre sur ce point, finit par reconnaître que c'est lui qui lui a soufflé ce mobile sexuel. Allons bon. C'est vous dire la valeur des aveux. On fait ensuite témoigner le médecin légiste, le docteur Nalin, qui répète ce qui est écrit dans son rapport. Il pense que les trois, le père, la mère et la petite fille, ont été tués en même temps. Et il dit aussi que la petite fille a reçu 2 coups sur la tête. Et là, maître Pollack, l'un des avocats de Dominici, bondit de sa chaise. Ah bon? Elle a reçu 2 coups? Il me semble que pendant la reconstitution, mon client n'a donné qu'un seul coup sur la tête. Voyez le procès-verbal, c'est écrit. Ça vous donne une idée de la valeur de ses aveux, tiens. Et de cette reconstitution. Pantalonnade. Ensuite, les témoins défilent. Et survient un incident qui ne va pas jouer en faveur du vieux Gaston. Son petit-fils de 17 ans, Roger, celui qui l'a balancé, vient à la barre. Et voilà Tipa que Dominici se met à l'accuser d'avoir fait le coup. Son petit-fils, un mineur. Les journalistes n'apprécient pas. Et le lendemain, ils le décrivent comme un odieux bonhomme. Ensuite, il y a le témoignage d'Yvette, sa belle-fille, la femme de Gustave. Le matin du meurtre, j'ai vu le pantalon de Gaston. Il était asséché, sur le fil. Ce qui laisse entendre qu'il l'a lavé pour effacer des taches de sang. Mais à part elle, personne ne parlera jamais de ce pantalon. Quand arrive la fin du procès, finalement, il n'y en a plus qu'un qui accuse le vieux Gaston. Son fils Clovis. L'audition de Clovis dure plusieurs heures. Et le clan Dominici se déchire devant la cour. Menteur, complotiste, va. Je vais vous dire la vérité. Clovis, il a menti tout le temps. Même au juge, il a menti. Ah, salaud, va. T'es qu'un salaud. Il a bien monté son complot, celui-là. Ils ont bien monté tout ça. Et maintenant, il m'accuse. Menteur, misérable, braconnier de jour et de nuit. Et le juge qui s'époumonne. Employez un langage plus châtié, je vous prie. Nous sommes dans une cour d'assises. C'est ça, le procès Dominici. C'est une famille qui se déchire devant la cour sans jamais avoir expliqué ce qui s'est passé vraiment. Dans son réquisitoire, l'avocat général Rosan demande la peine de mort. N'ayez pas pitié de cet homme. A-t-il eu pitié d'un enfant de 10 ans? Et c'est ce que vont faire les jurés, figurez-vous. Ils ne vont pas avoir de pitié. Le 28 novembre 1954, à 14h30, ils condamnent Gaston Dominici à mort. Quand les gendarmes l'emmènent, il crie « Ah, les salauds! Les salauds !» Et il est conduit à la prison Saint-Charles. Et après,
Après, tous ceux qui ont assisté au procès, et notamment les journalistes, se mettent à écrire qu'il était bizarre, ce procès. Qu'il n'a pas permis d'éclairer la vérité, que l'enquête de police a été bâclée. À côté de ça, les avocats de Gaston s'agitent eux aussi. Ils disent que leur client leur a fait des révélations depuis. Des révélations capitales. Que s'il n'a rien dit au procès, c'est parce qu'il était certain d'être acquitté au bénéfice du doute. Manœuvre ou vérité? Ce que je peux vous dire, c'est que dans une lettre qu'il écrit à sa fille Clotilde, Gaston Dominici dit qu'il ne veut pas être condamné à la place de Gustave. Ça serait donc ça, sa révélation. Son fils Gustave serait le tueur. Et il n'aurait rien dit jusqu'ici parce qu'il espérait un acquittement. Mais maintenant qu'il est condamné à mort, il serait prêt à balancer. En tout cas, à Paris, on trouve que tout ça commence à faire tâche. Ce procès bâclé, cet encombrant condamné à mort. Alors le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain François Mitterrand, nomme une mission d'information, constituée de 2 commissaires qui vont voir Gaston Dominici à la prison des Baumettes. Et voilà ce qu'il a à leur raconter. Il dit qu'après le crime, un jour, il a écouté à la porte de la chambre de son fils Gustave. Et Yvette, elle a prononcé le mot bijou. J'ai pensé qu'elle voulait se faire acheter des bijoux par Gustave. Après le mot bijou, j'ai entendu Yvette qui disait « Et la petite ?» Gustave lui a répondu « Elle était évanouie. » Yvette a demandé « Qui l'a portée ?» Gustave a répondu « Roger. » Il dit qu'il n'a pas écouté la suite par peur d'être pris à écouter aux portes. Il accuse donc son fils Gustave et son petit-fils Roger d'avoir fait le coup. Il dit aussi d'ailleurs que la carabine était aux parents de Roger. Autrement dit, à sa propre fille Germaine. Bon, voilà. Est-ce que c'est vrai? Le journal Le Provençal va poser la question à Gustave et Yvette. Tout ce qu'il trouve à répondre, c'est « Pépé n'a plus toute sa raison !» Les 2 commissaires de la mission d'information vont ensuite à l'URSS pour procéder à de nouvelles auditions. Et ils tombent à leur tour dans le grand sac de nœuds. Ici Gilbert Lauzin qui vous parle de Digne, où les commissaires Chenevier et Gillard poursuivent leur contre-enquête sur l'affaire de l'URSS. J'ai voulu demander à Gustave ce qu'il pensait de la réouverture de l'enquête par les commissaires Chenevier et Gillard. Je suis entré dans la cour de la ferme. Monsieur Gustave Dominici, je suis Gilbert Lauzin d'Europe numéro 1 Radio. Mais Monsieur Dominici n'a rien voulu dire. J'espère que dans les jours prochains, il se montrera plus loquace. La mission d'information nommée par Mitterrand rend son rapport en octobre 1955. Elle conclut que Gaston Dominici n'a sans doute pas commis le triple meurtre seul. Mais ils sont incapables de dire avec qui il a agi. Ils pensent que le mobile du meurtre était le vol. Et voilà. Cette affaire se termine en jus de boudin. Est-on certain que Gaston Dominici en était? Était-il seul? Avec Gustave? Avec Roger? On n'en sait rien. Et c'est pour ça que finalement, le président René Coty finit par accorder la grâce à Gaston Dominici. Il ne sera pas guillotiné, sa peine est commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Et après, il faut que je vous dise, cette affaire, parce qu'elle s'est conclue par un mystère, fait beaucoup fantasmer. Ah, ça, pour faire fantasmer, il va y en avoir des théories plus foireuses les unes que les autres. Pour rire, je vous en expose quelques-unes, mais surtout, vous ne les prenez pas au sérieux. Il y en a qui disent que les Dominici ont conservé depuis la Résistance un trésor de guerre et que Lord Drummond était venu le récupérer. D'autres pensent que c'est le KGB qui a assassiné Sir Drummond, ou d'autres encore pensent que le Lord était un espion anglais venu à l'URSS pour récupérer des informations sur une usine chimique voisine. Sans compter ceux qui disent que c'est un commando allemand qui a fait le coup. Éternelle théorie du complot qui surgissent toujours quand on ne sait pas. Et puis les années passent. Et, comment dire,
Les gens n'acceptent plus que ce brave Gaston soit derrière les verrous, à son âge, au terme d'une enquête à ce point bâclée. Ils réclament qu'on le sorte. Et le général de Gaulle se rallie à leur cause. À la veille du 14 juillet 1960, il prononce la grâce totale de Gaston Dominici, qui sort de prison. Vous êtes content d'être sorti? Monsieur le Jardin, je suis content, pensez-vous surtout. Quand on n'est pas coupable que pour souffrir comme j'ai souffert, moi. C'est malheureux. Mais quand même, je n'ai pas de regret parce que j'avais affaire avec des gardiens honnêtes et très gentils. Ensuite, j'étais bien soigné. Je suis content de rejoindre ma famille. Et vous allez rejoindre votre grande terre, surtout que vous aimez beaucoup. Ensuite, oui, je me reposerai sans doute plutôt parce que je suis bien faible. D'abord assigné à résidence chez sa fille, puis envoyé à l'hospice, le vieux Dominici meurt le 4 avril 1965, à l'âge de 88 ans. Ils étaient tous là tout à l'heure dans la petite église de Perruis, tous les membres de la famille, tous ceux qui faisaient la une des journaux il y a maintenant 13 ans. Les femmes du village assistaient à l'office religieux et comme le veut une certaine tradition anticléricale, les hommes en noir, le visage bronzé, la cravate défaite, les hommes restaient sur les marches de l'église. Pour les habitants de Perruis, ce cortège qui défile dans les rues en pente du village derrière la dépouille de Gaston Dominici ne constitue peut-être pas le dernier acte de l'affaire de Lurs. Les choses n'ont pas été éclaircies, quoi. Ça s'éclaircira peut-être à l'avenir. On se demande vraiment si c'est lui. Est-ce que l'on se pose encore la question de la culpabilité dans le village? On se la pose toujours. On n'est presque certain du contraire. Sa mort ne met donc pas un point final à l'affaire pour vous? Je ne pense pas. Quand il a avoué, bien sûr, tout le monde a dit il est coupable. Et ensuite, il a nié alors. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.